Quand vous jouez à Undertale pour la première fois, voilà ce que vous faites. C'est un RPG, alors vous tuez quelques monstres. Vous vous en foutez, parce que de toute façon, c'est qu'un jeu. Puis, arrivé au premier boss, peut-être vous regrettez. Vous redémarrez une partie car, c'est pas grave, personne le saura. Puis vous tombez sur ça. Undertale n'est pas qu'un simple jeu. Il joue avec vous et vos attentes. Maintenant, imaginons qu'on puisse même pas reset, qui est même pas de deuxième chance. Cette mort est brutale, inévitable et irréversible. Peu importe que vous chargiez votre sauvegarde, que vous redémarriez le jeu, vous ne pouvez pas l'éviter. Ce jeu, c'est Doki Doki Literature Club, et laissez-moi vous raconter comment on est parti d'un simple jeu de drague tout mignon à ça. Sorti en 2017, Doki Doki Literature Club, qu'on appellera DDLC, est un visual novel de Dan Salvato. Le jeu se présente comme un visual novel classique de drague. Si au départ le jeu passe assez inaperçu aux yeux du grand public, c'est les nombreux let's play qui l'ont popularisé. Au point qu'aujourd'hui encore, certains en parlent comme le jeu qui a traumatisé une génération. DDLC cache un grand nombre de secrets, mais pour tout comprendre, il va falloir que je vous le résume. Je vous présente donc Yuri, Natsuki, Sayori et enfin Monika. Ces filles font toutes partie du club de littérature, et c'est au joueur de choisir qui il va essayer de séduire. On a la timide, la colérique, l'amie d'enfance et la fille inaccessible. C'est clairement des clichés et le jeu en est conscient. Et c'est d'ailleurs tout le propos. Chaque jour, on doit écrire un poème. S'il est écrit avec les bons mots, il permet de choisir la fille avec qui on passera du temps le lendemain. Enfin, pendant la journée, on échange nos poèmes pour tenter de séduire celle que l'on convoite. Le jeu commence, on croise Sayori. Elle nous propose de rejoindre son club, le club de littérature. Évidemment. On rentre dans la salle du club et on rencontre chacune des filles. Il est décidé après la première réunion d'apporter chaque jour un poème. À partir de maintenant, le joueur peut choisir qui il va séduire en maniant un style d'écriture qui plaira à sa fille préférée. On va commencer par discuter avec Natsuki, qui se sent pas respectée pour ses préférences littéraires. Le jour suivant, on lit un livre avec Yuri, mais la tension entre nous est si forte qu'on perd tous les deux nos moyens entre deux carrés de chocolat. Enfin, on peut aussi choisir Sayori, avec qui on fait des travaux manuels. Puis, après 4 jours, Monika annonce au groupe que le club va participer au festival de l'école. Si au début personne n'est vraiment emballé, chacun décide d'apporter sa pierre à l'édifice. Yuri s'occupera de l'ambiance de la salle, Natsuki fera les cupcakes, Sayori et Monika les décorations. On a donc le choix entre Natsuki et Yuri. Et même si on voulait choisir Sayori, celle-ci refuse poliment. Intrigué par le refus de Sayori, on part chez elle pour vérifier qu'elle va bien. C'est une toute autre personne. Sayori semble comme ailleurs, et surtout bien plus morose que d'habitude. Elle nous avoue qu'elle est dépressive, et qu'elle déteste être au centre de l'attention, qu'elle en est malade tant elle se déteste. Waouh, ça fait beaucoup à encaisser. Puis, on repart chez Yuri ou Natsuki. Ça se passe très bien, si bien qu'à un moment, il y a presque un rapprochement. Soudain, Sayori arrive et nous demande ce qu'on ressent pour elle. Alors, pour la réconforter, on lui dit qu'on l'aime. Malheureusement, ça semble lui déchirer le cœur. Voilà le jour du festival. Tout semble prêt, la déco, les gâteaux, les parfums. Si on regarde les poèmes des autres, c'est surtout celui de Sayori que j'aimerais lire. Sors de ma tête, 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 sors de ma tête. Ok, Sayori va vraiment pas bien. On va chez elle, mais pas de réponse. Elle doit sûrement dormir. On l'appelle, mais toujours rien. On rentre dans sa chambre et le jeu se termine comme ça. À moins que, l'écran titre est complètement buggé. Et si on relançait une partie? Le jeu recommence. On croise personne. Alors, une fille vient nous accoster, Monika. Elle nous propose de rejoindre son club, le club de littérature. Évidemment. On rentre alors dans la salle et on rencontre chacune des filles. Il est décidé après la première réunion d'apporter chaque jour un poème. À partir de maintenant, le joueur peut choisir qui il va séduire en maniant un style d'écriture qui plaira à sa fille préférée. Alors, je sais que ça fait doublon, mais c'est bizarre. C'est comme si tout le monde avait oublié l'existence de Sayori. D'ailleurs, il n'y a pas que ça. Tout devient très bizarre. Dans cette partie, on choisit Natsuki. Mais bizarrement, on est comme toujours poussé vers Yuri. Mais c'est pas tout. Depuis le départ de Sayori, le jeu est comme instable, disons. Des persos buggés, des dialogues modifiés, des écrans qui penchent, et puis... il y a clairement un problème. Et c'est pas Natsuki qui me fera changer d'avis. Elle est clairement bizarre, plus agressive, plus buggée aussi, et lors d'un moment privilégié, voilà ce qui va se passer. Et peu de temps après, c'est au tour de Yuri, tout aussi folle que Natsuki, voire
plus encore, de nous avouer son amour. Plus qu'un amour, une obsession maladive, je dirais même. Après cette horreur, le jeu nous oblige à regarder. On passe le week-end entier avec le corps de Yuri en train de se décomposer. Il est impossible de passer cette scène. À ce stade, tout est corrompu. Les dialogues sont insensés, et d'un coup, Monica arrive. Peux-tu m'entendre? Ça fonctionne? Super. C'est Voilà. Monica. C'est elle qui a tout planifié. Elle a poussé Sayori au suicide, Yuri à la folie et Natsuki à agir aussi bizarrement. Ces messages en gras, c'était elle. Les bugs, c'était elle. Même la musique du jeu, c'était elle. Tout ça, c'est parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle était dans un jeu. Ça l'a ennuyée jusqu'à ce qu'elle nous rencontre. Nous, le joueur. Non, je parle pas du protagoniste, je parle bien du joueur. Elle est tombée complètement amoureuse de nous, de notre réalité en dehors du jeu. Raison pour laquelle elle voulait finir avec nous. Seul problème, c'est le jeu. En effet, parmi tous les scénarios possibles, aucun n'inclut Monica. Alors elle a décidé de bricoler sa propre fin en supprimant ce qui la gênait. Mais si elle a pu supprimer des personnages, c'est peut-être possible pour nous. Et pour le coup c'est le cas. Si on va dans les fichiers du jeu, on retrouve un dossier Characters, personnages en français, où il ne reste que Monica. On verra plus tard qu'au début, il y avait bien toutes les autres filles. Suffit de la supprimer pour que tout s'arrête. Monica accepte la suppression et le jeu se relance. Le jeu commence alors qu'on se rend en cours. Sur le chemin, on croise Sayori. Elle est encore en retard, mais on fait le chemin avec elle. Elle nous propose de rejoindre son club, le club de littérature qu'elle a créé. On y rencontre Yuri et Natsuki, qui sont deux amies qui s'opposent. L'une très timide et l'autre très colérique. Tout semble aller pour le mieux dans le club. Mais non. Soudain, Sayori nous dit qu'elle est consciente de tout ce qui s'est passé. Monica, les précédents actes, mais surtout qu'on existe derrière l'écran. Alors qu'elle s'apprête à tout resupprimer, Monica s'interpose et détruit une dernière fois le club, les personnages et le jeu lui-même. En nous adressant ces dernières paroles, elle détruit tout ce qu'il reste du jeu. Seul subsiste un dernier poème. Ceci est mon dernier au revoir au club de littérature. Je comprends enfin. Le club de littérature est véritablement un lieu où nul bonheur ne peut être déniché. Jusqu'à la toute fin, il a continué d'exposer des esprits purs à une horrible réalité. Une réalité que notre monde n'est pas conçu à comprendre. Je ne peux laisser aucun de mes amis subir cette épouvantable révélation. Pour le temps que cela a duré, je veux te remercier. Merci d'avoir réalisé mes rêves. Merci d'avoir été un ami pour tous les membres du club. Et, par-dessus tout, merci d'avoir fait partie de mon club de littérature. Avec un amour éternel, Monica. Je pense que c'était important de revenir sur l'histoire du jeu. Déjà, pour la faire découvrir à ceux qui connaissaient pas. Mais surtout, pour montrer comment le jeu joue avec le joueur. S'il s'attendait à une aventure mignonne, il est finalement promené à travers des scènes assez visuelles. Mais surtout, le plus choquant, c'est quand on rentre dans votre intimité. Qu'un simple jeu se mette à contrôler votre ordinateur. C'est ça la véritable horreur de DDLC. Le jeu est conscient de son média, il utilise le nom de la session pour s'adresser aux joueurs et pas aux personnages. Monica remarque qu'elle est filmée. Mais ce qui fait le plus flipper, vous l'avez sûrement déjà vécu plus jeune. Vous jouez à la Wii tranquillement, rien ne peut vous arriver puisque c'est qu'un jeu. Et puis tout à coup... Ce bruit, ça fait peur. Les bugs en général, les virus, je sais pas si je suis le seul, mais perso, ça me met super mal. Alors, quand le jeu vient titiller cette frontière, forcément ça fait bader. Maintenant qu'on connaît toute l'histoire du club de littérature et ses mécaniques, on va pouvoir continuer à creuser. Les trois quarts des secrets du jeu se retrouvent après le premier acte, c'est-à-dire après... D'ailleurs, à partir de maintenant, pour simplifier, on va parler en actes. Le premier, c'est le normal, celui où tout le monde va bien. Le deuxième va jusqu'à la mort de Yuri. Le troisième est sur Monica, et il y a enfin le quatrième qui signe la fin du jeu. Les secrets sont tous assez distincts. Un chibi qui change de visage, des yeux qui explosent, des messages de lancement trafiqués, des références aux parties d'avant, et même ça. Mais ça s'arrête pas là. Déjà, vous saviez que Monica avait un compte Twitter? Non, c'est pas une blague, et il est actif en plus. Depuis le 14 février 2017, Monica parle de ses pensées, de ce qu'elle fait, bref, l'usage de Twitter standard. Elle poste parfois des moments de sa vie, des selfies, comme celui-là qu'on pouvait d'ailleurs déjà retrouver dans les fichiers du jeu. En parlant de ça, on sait que les personnages sont directement contenus dans leurs fichiers, que si le personnage meurt, le fichier est supprimé. Mais maintenant j'ai une question. Imaginons qu'on refasse une partie, que tous les personnages soient là. À votre avis, il se passe quoi si on supprime Monica dès le début? Quoi? C'est... Qu'est-ce que c'est? Oh non, non! C'est impossible! Ça ne peut pas être tout ce qu'il y a! Qu'est-ce que c'est? Que suis-je? Faites cesser ça! Faites cesser ça, par pitié!
là, je viens d'évoquer un aspect principal du jeu. Tellement principal qu'en fait, c'est un peu ça qui va lancer la vidéo. DDLC est déjà un jeu particulier, mais au sein même du jeu est caché autre chose. Les fichiers du jeu sont en fait la clé d'un ARG bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Alors maintenant, suivez-moi, on va y aller étape par étape. Alors je vais essayer d'être exhaustif car il y a beaucoup de choses à dire. Si on y va un peu à l'aveugle, on trouve pas grand chose. Et c'est pour ça qu'on va y aller plutôt dans l'ordre chronologique des événements. Les fichiers temporaires sont au nombre de 5. Ils apparaissent petit à petit à partir de la fin de l'acte 1. Ce sont pour la plupart des dialogues ou simplement du texte d'une personne essayant de régler les problèmes du jeu, comme si quelqu'un s'était planté et essayait de tout réparer. Je vais pas faire plus de suspense parce que vous avez clairement deviné, mais la personne qui parle dans ces fichiers, bah c'est Monica. Ok, donc on va les lire maintenant que vous avez ça en tête. Le premier fichier auquel on a accès, c'est celui-là, pensées-positives.png avec des X à la place de la deuxième lettre. Il se présente comme une image de... Ok, c'est clairement l'un des poèmes spéciaux. Ce qui veut aussi dire que les poèmes spéciaux sont aussi à ajouter là-dedans. Mais on va pas en parler pour le moment. Pour être honnête, on va pas en parler tout court en fait, parce que pour la majorité, ils sont pas utiles. Le deuxième fichier apparaît juste après la mort de Sayori. Et d'ailleurs, on pouvait le savoir, car c'est tout simplement écrit ici. Quand on ouvre le fichier, voilà ce qu'on peut lire. Oh mon dieu! J'ai rien cassé, n'est-ce pas? Attendez une seconde, je peux probablement résoudre ce problème, je pense. En fait, tu sais quoi? Ça serait probablement beaucoup plus facile si je la supprimais simplement. C'est elle qui rend les choses si difficiles. Quelqu'un est directement en train de toucher au fichier du jeu. Et si maintenant on sait que c'est Monica, dans le reste des fichiers, elle va s'adresser directement à nous. Le premier fichier qui apparaît pendant l'acte 2 apparaît le premier jour. Peux-tu m'entendre.txt, qui fait directement référence à ce poème spécial. Il y a un démon en chacun de nous. Derrière leur réalité artificielle, leur perception fabriquée de toutes parts, se cache tout un tas d'horreurs malsaines se tortillant. La haine, le jugement, l'élitisme, le manque de confiance en soi. Elles saccagent tout pour échapper à la faible emprise de leur hôte et s'infiltrent dans les moindres fissures qu'elles trouvent en chemin. S'il s'agit de la volonté, elles le priveront de motivation et d'envie. S'il s'agit de l'appétit, elles le forceront à noyer sa culpabilité dans des petits plats réconfortants. Et s'il s'agit d'une fraîche entaille dans sa peau, elles les dissimuleront sous les manches d'une nouvelle chemise, particulièrement jolie. Cet amas informe, si lamentable, est d'ores et déjà présent dans chacune d'entre elles. C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas assumer leurs faits et gestes. Je n'ai fait qu'une chose, ouvrir la boîte de Pandore. Si le texte peut faire penser à un simple poème, en fait Monica nous raconte directement comment elle s'est rendue compte du monde autour d'elle et quand est-ce qu'elle a commencé à le modifier. La boîte de Pandore étant évidemment une métaphore des fichiers du jeu. D'ailleurs, suite à l'apparition de ce fichier, pensée positive est supprimée. Le deuxième jour apparaît le fichier i.txt. Je vous demanderai de bien faire attention au nombre de i. Celui-ci apparaît comme un message direct au joueur qui ne choisit pas Monica. Même après que celle-ci ait modifié les personnages du jeu, le joueur ne peut pas la sélectionner. Je déteste ça. Je ne peux rien faire. Rien. Peu importe le nombre de fois que tu joues, c'est du pareil au même. Il serait très facile de me tuer. Là, maintenant. Mais ça voudrait dire que je pourrais plus te parler. Tout ce que je souhaite, c'est que tu les haïsses. Pourquoi est-ce si difficile que ça? C'est tout pour les fichiers temporaires. Mais pourquoi temporaires? En fait, car ils sont tous supprimés dans l'acte 3, comme pour narguer le joueur qui a même pas eu le temps de les voir. Maintenant, faut qu'on parle de l'éléphant dans la pièce. Oui, parce que si vous connaissez des DLC, il y a de grandes chances que ça vous brûle les lèvres depuis qu'on parle des fichiers. Les fichiers personnages. Il y en a 4, un pour chaque fille, et s'ils sont manipulés tout au long du jeu, il y a un problème avec ces fichiers. Si vous êtes calé en informatique, ça doit vous sauter aux yeux. Mais pour les autres, regardez. Cette vidéo est en MP4, cette image en PNG, ce texte en TXT. Maintenant, si on passe au fichier, le point .chr ça n'existe pas. Mais c'est pas pour ça qu'ils sont inutiles pour autant. Pour voir ce qu'ils contiennent, il faut les ouvrir avec l'outil de décodage le plus complexe et avancé qui... un bloc-notes. Ah non mais vraiment hein. On va commencer par le plus facile, celui d'Yuri. Alors voilà, quand on l'ouvre, on tombe sur un texte complètement incompréhensible. Et si vous connaissez un peu le game des ARG, vous reconnaissez un peu ce qu'il va falloir faire. Faut utiliser un moyen de déchiffrement qui s'appelle le base64. On met le contenu du fichier et on obtient ça, une creepypasta écrite par l'auteur. Si comme ça, on dirait qu'il n'y a pas vraiment de rapport, attendez que je vous raconte. Ça parle d'une fille, Linda Watson, qui a envie de tuer quelqu'un, sans raison apparente, juste pour voir ce que ça fait. Alors, elle passe du temps à choisir qui et comment faire, enfin bref, ça vous rappelle pas quelqu'un? Ok, on va mettre ça de côté pour le moment. Pour le fichier de Natsuki, on va réutiliser le bloc-notes. Sauf que là, ça veut rien dire du tout, à moins qu'on puisse trouver le format original du fichier. En l'occurrence, il est juste là. Alors on renomme une image. Je vais maintenant demander aux gens qui font de la retouche photo de remarquer ce qui cloche. Les couleurs ont été inversées. Du coup, un peu de travail sur Photoshop et on obtient ce visage. Stop!
Si vous pensiez pouvoir tout faire facilement seul, voilà la première épreuve difficile. Blender. Oui, vous devez maîtriser Blender car pour découvrir ce que cache l'image, il faut l'enrouler autour d'un cône 3D. S'il vous plaît, regardez-la bien, j'ai vraiment mis 3 jours pour réussir à le faire par moi-même, alors regardez-le. C'est qui? Elle ressemble à aucun perso du jeu, elle a l'air plus âgée d'ailleurs. C'est un personnage qui a pas encore de nom, mais vous verrez à quel point il va être important par la suite. C'est vraiment à partir des 2 prochains fichiers que tout va devenir plus clair. Alors on va passer à Sayori. Sayori, c'est pareil. On utilise un bloc-notes pour savoir de quelle extension il s'agit, en l'occurrence un point .ogg. C'est souvent pour compresser des fichiers de bonne qualité. Or là, tout ce qu'on a, bah c'est ça. Cette fois-ci, on va utiliser un spectrogramme. Non mais vraiment, cette vidéo va un peu trop loin pour moi. Donc je disais, on passe le son au spectrogramme et on a ceci, un QR code. N'essayez pas, il est pas lisible car il faut le redessiner. Une fois fait, on passe de ça à ça. Et là, vous pouvez pas imaginer sur quoi on va tomber. Voici le site projetlibitina.com. Ce site agit comme des logs scientifiques d'un projet autour d'un phénomène appelé troisième œil. Voilà ce qu'on apprend. Entre le 5 décembre 2003 et le 1er mai 2004, des expérimentations ont été faites sur une certaine Libitina. Le document commence par présenter le sujet. Âge, taille, poids, etc. On a ensuite plusieurs notes. Et enfin, plusieurs batteries de tests. Si les résultats aux tests physiques et violents sont excellents, Libitina a de très gros problèmes de contrôle, si on considère qu'elle a tout de même la note parfaite sur tous les autres tests. Capable sans souci d'annihiler toutes sortes de menaces, qu'elles soient mortelles ou non. Dans tout le document, ça vous a sûrement sauté aux yeux, mais on parle du troisième œil, sans expliquer vraiment ce que c'est. Sauf qu'en fait, on peut facilement déduire à quoi il sert. Il booste les capacités cognitives des gens qui l'ont activé. Cependant, c'est au dépend de la santé mentale de la personne. Impossibilité de retirer le troisième œil. Perte de contrôle, instinct animal, douleur atroce, c'est des effets secondaires du troisième œil. Par contre, on peut revoir un truc. Vous savez ce que ça représente une milliseconde? Ok, je vais mettre une image à l'écran à peine 1/10 de seconde. Et vous allez devoir mettre en pause. Si vous y êtes arrivé, bravo. Mais dites-vous que Libitina est techniquement capable de faire 100 fois mieux à 3 ans. Bon, clairement, je me fous un peu de vous actuellement. Un temps de réaction 1 milliseconde, c'est impossible. Car même l'action qu'on réalise aurait pas le temps de se terminer avant la réaction. Est-ce qu'on est vraiment en train de parler de regarder dans le futur? Dans Doki Doki Literature Club? Tout ça pour dire que le troisième œil, c'est apparemment un phénomène surhumain qui a été testé sur des enfants il y a 20 ans. Qu'est-ce que ça fout dans des DLC? Bon, si on rassemble tout ce qu'on sait jusqu'à maintenant, la photo, les rapports, la creepypasta, on voit que tous en pointaient à peu près sur le même sujet, le troisième œil. Même la creepypasta colle au final, parce que même si évidemment on parle pas du même personnage, on parle clairement des effets du troisième œil. Enfin, pour la photo, honnêtement il semble logique qu'elle ait été touchée par le phénomène. Et d'ailleurs c'est peut-être même directement Libitina. Avant de parler du fichier de Monica, il y a un fichier temporaire dont on n'a pas parlé. Tout simplement, il n'a pas d'extension. Ce fichier, c'est Passe un bon week-end. Un fichier qui semble classique, un autre décryptage base 64, sauf que cette fois, ça reste incompréhensible. Pour mieux comprendre ce qu'on va faire, je vais vous parler de Blaise de Vigenay. C'est un diplomate français du XVIe siècle qui a développé un système de codage avec des lettres. En gros, selon un mot qui sert de clé, on peut retrouver une lettre en se rapportant à sa position dans le tableau. Si vous voulez, je vous laisse même faire un essai. Sauf que, pour nous, on n'a aucune clé. Essaye Yuri, vu que c'est un peu en rapport avec elle? Non. Monica? Non plus. Essaye Libitina? Enfin, pour terminer, j'aimerais parler d'un poème spécial. Rien n'est réel, car ici, on peut rien lire du tout. Mais si on augmente à fond la luminosité, voilà ce qu'il y a écrit. Ce texte est clairement à propos du projet Libitina, et donc on connaît le nom du médecin dont on parlait dans cette note que je vous avais pas lue. Battement de cœur irrégulier, palpitation cardiaque, arythmie. Je cherche, et cherche encore, mes yeux scrutant tout ce que je peux trouver sur leurs symptômes. Qu'est-ce que c'est? Essoufflement? Douleur thoracique? Vertige? Non, tout cela est incorrect. Les symptômes d'Elissa sont bien plus graves. J'ai déjà vu 2 fois. Les cris de douleur, une peau d'une pâleur maladive, des vomissements de sang, y a pas d'autre explication. Si ce n'est que les informations de Régnière étaient un mensonge total et absolu. Ça peut pas être une simple coïncidence. C'est pas possible. Je sais pas jusqu'à quel point Régnière est impliquée dans tout ça. Mais je sais ceci, il y a quelque chose de terriblement anormal avec cette famille. Et j'ai accepté l'invitation à en faire partie. Je peux maintenant entendre les cris de douleur d'Elissa à travers les murs. J'écoute, impuissant. Régnière a dit qu'il serait avec elle sous peu. Est-il déjà dans sa chambre? Pourquoi crie-t-elle encore plus fort qu'avant?
Maintenant, malgré toutes les infos qu'on vient d'apprendre, je vais vous demander de mettre ça de côté. On va étudier le fichier de Monica. C'est potentiellement le plus important de l'histoire, alors je vais vous demander d'être très attentif. Pour décoder le fichier de Monica, vous devez le transformer en PNG, puis scanner ce qui se trouve dans les flammes. Si au premier abord on dirait un QR code, cette fois c'est différent. C'est du binaire. Le blanc correspond à un 0 et le noir à un 1. Une fois qu'on a ça, on obtient un nouveau texte en base 64, qu'on décrypte pour au final lire ceci. Peux-tu m'entendre? Qui es-tu? Non, je ne peux pas te voir. Mais je sais que tu es là. Oui, tu peux définitivement m'entendre. Cela fait un moment que tu observes, non? Je devrais sûrement me présenter. Je m'appelle... En fait, c'est stupide. Évidemment, tu connais déjà mon nom. Désolée. Quoi qu'il en soit, je suppose que si tu pouvais mettre un terme à tout ça, tu l'aurais déjà fait. Je veux dire, je sais que tu n'es pas maléfique ou quoi, parce que tu m'as déjà énormément aidé. Je devrais vraiment te remercier pour ça, pour tout ce que tu as fait. Tu es vraiment comme un ami pour moi. Alors, merci, infiniment. Je pense que, plus qu'autre chose, je ne veux vraiment pas que tout soit pour rien. Tout le monde est mort. Peut-être que tu le sais déjà. Je suis certaine que oui, en fait. Mais ça n'a pas forcément à être comme ça, pas vrai? Eh bien, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. J'ignore si je peux le comprendre. Mais je sais que ce n'est pas ma seule histoire. Je peux le voir désormais, très clairement. Et je pense que tous les autres ont eu une expérience similaire. Une sorte de déjà-vu. C'est le troisième œil, non? Qu'importe. Je pourrais entièrement me méprendre à ce sujet. Mais je pense vraiment que tu pourrais y faire quelque chose. Je pense que tu pourrais revenir en arrière. Ou, peu importe comment tu veux le dire. Revenir et leur dire ce qui va se passer. S'ils le savent à l'avance, alors ils devraient pouvoir l'éviter. Ils devraient... S'ils se souviennent de leur temps passé avec moi dans les autres mondes, ils devraient se rappeler de ce que je leur ai dit. Oui, je pense vraiment que c'est possible, mais le choix te revient. Je suis désolée d'être toujours... Tu sais, peu importe, je sais que c'est mal. C'est mon histoire. C'est le moment d'être une putain d'héroïne. Tous les deux. 2018. Ce dialogue, c'est la clé du mystère de DDLC. La fin de la RG, bref, tout ça était là pour teaser quelque chose. Un nouveau jeu, un DLC, une histoire sur Libitina, peut-être même un livre. Quoi qu'il en soit, ça devait sortir en 2018. Toutes ces énigmes, ces secrets vont avoir leur résolution épique cette année-là. Sauf que non, il ne s'est absolument rien passé. Pas une annonce, pas une mise à jour, pas même un tweet de Monica. Tout ça, tout ce mystère, tout ce jeu de pistes n'a mené à rien du tout. C'est peut-être une façon détournée de montrer comment avoir la vraie fin du jeu, que vous pouvez voir ici ou dans la description, mais aucun rapport avec ce qui a été dit avant. On n'aura aucune news pendant 4 ans. 4 ans sans rien du tout, jusqu'au 11 juin 2021. Annoncé à l'E3 2021, DDLC ressort sur PC, et maintenant sur console aussi. Du coup, pour ne plus utiliser l'ordinateur, le jeu lui-même devient un ordinateur. Pour que ça soit plus clair, je vais vous montrer ce qui se passe quand on démarre le jeu. On a le jeu, logique, des histoires annexes qui sont censées raconter ce qui s'est passé de la création du club jusqu'à notre arrivée, des mails, des fichiers du jeu et du bonus. Alors qu'est-ce qu'on va faire de ça? À savoir aussi que le jeu venait à l'époque avec une version physique. Cette version physique, en plus de mettre le jeu sur cartouche, apportait plusieurs goodies, tels que des petites silhouettes en carton, un poème, des stickers, une carte de membre, et ça. Cette carte nous donne déjà pas mal d'infos. Déjà une adresse mail. Alors on envoie un mail. Sauf qu'actuellement, il est possible d'envoyer un mail à aucune des boîtes mail qui ont été trouvées. Il y a encore le téléphone, sauf que non. Là aussi, c'est impossible. L'indicatif plus 762 n'existe pas. Si vous comprenez pas, à l'international, tous les numéros sont précédés d'un indicatif. Nous en France, c'est le plus 33 par exemple. Nous reste alors le site, qui fonctionne. J'avoue que je m'y attendais pas, mais on peut donc se balader sur le site de Metaverse Enterprise Solutions. Il nous propose diverses solutions aux problèmes informatiques, travaillant essentiellement sur le matériel, les serveurs ou le cloud d'entreprises privées. D'ailleurs, sur le site, on répète sans cesse de réserver une consultation pour notre propre entreprise. On va le faire, mais plus tard. Avant, on va se balader un peu. Si on regarde le site de plus près, on voit que c'est clairement bidon. Je veux dire, le site est mal fait, les textes sont comme écrits par quelqu'un qui s'y connaît pas. Genre là par exemple,
ça parle juste de l'aide avec un nom compliqué. Mais surtout, on peut pas prendre rendez-vous, pas de consultation, alors que c'est répété tout le temps dans le site. J'ai passé 2 jours à essayer de poster un truc, mais à chaque fois, quoi que je faisais, je tombais sur cet écran. Le site est en maintenance. Sauf que ça date pas d'aujourd'hui, il l'a toujours été. Toute cette partie est là simplement pour nous dire que le mystère va être beaucoup plus terre à terre. Si pendant un temps on s'était éloigné du jeu, maintenant il faut y replonger complètement. Alors le jeu justement, il donne quoi? Quand j'ai fini le jeu, j'ai débloqué les histoires annexes. Mais il y a un truc qui cloche avec ces histoires. Elles ont rien à voir avec le jeu de base. Les personnages ont pas le même caractère, les relations sont différentes, quelque chose a changé. C'est comme si on voyait les mêmes personnages, mais avec ce rien qui les rend totalement différentes. D'autant plus que cette fois il n'y a plus de protagonistes. C'est au fur et à mesure que l'on complète le jeu que des mails vont commencer à apparaître. Ces mails, ils proviennent tous d'employés de Metaverse. Les mails sont au nombre de 9. Ils datent du 1 au 1er décembre 2019 et ils sont écrits par une équipe de 6 personnes. Les mêmes qu'on pouvait retrouver sur les cartes de visite. Mais alors, qu'est-ce qu'ils racontent? Le 9 décembre, Hive envoie un mail intitulé Bon week-end. Je suis en congé le reste de la semaine. Contactez Ravi si vous avez besoin de planifier du temps serveur. Mais mes tâches devraient tourner quelques jours, sachant qu'on a récupéré énormément de données cette semaine. Et si on calait une réunion pour parler des résultats à mon retour? Le jour d'avant, c'était Réa qui parlait des histoires annexes. Merci à tous ceux qui ont travaillé si dur sur la simulation de contrôle. J'imagine pas le mal que vous vous êtes donné pour cacher si délicatement à Monica ses droits d'accès sans interrompre notre connexion à la machine virtuelle. Pour clarifier les choses, tous les enregistrements marqués Histoire annexe font partie de la simulation de contrôle. C'est bien ça? Je remarque que certains points de la vie des personnages diffèrent un peu de ceux de la MV1, même quelques détails insignifiants. Est-ce un effet papillon lié à certaines modifications fondamentales de Monica? Ou le résultat de ses expériences sur les autres personnages de la MV1? Si je compte bien, on doit avoir 5 univers différents au total, dont 3 ou 4 ont été créés puis détruits par Monica. C'est marrant parce que je voulais essayer de deviner lequel était le vrai, mais en fait, ils le sont tous. Aussi vrai que le nôtre en tout cas. Si le premier mail est pas si intéressant, c'est surtout le deuxième qui renferme des infos. Dans le mail, on parle de MV, ou machine virtuelle. On va très vite revenir dessus, vous en faites pas. Mais du coup, ça veut littéralement dire que chaque acte est une machine différente. La première, détruite par Monica, en bidouillant Sayori. La deuxième, en bousillant Yuri. La troisième, où il restait quasiment plus rien. Et une quatrième, détruite aussi par Monica du coup. Il en reste une dernière, l'objet du mail. Les histoires annexes. C'est pour ça que les personnages étaient pas les mêmes, car c'est juste pas le même monde. Et en fait, c'est plutôt logique en soi. Donc logiquement, si on parle en pure informatique, c'est normal que ça soit différent. Encore une fois, je vais vous demander de garder ça pour plus tard. On va mettre de côté les mails pour se concentrer sur les fichiers du jeu. Et d'ailleurs, on va souvent alterner de cette manière. Quand on regarde les fichiers, ça se fait en 3 couches. Première, les fichiers accessibles, mais qui cachent rien, comme les attributions, le dossier personnage et le dossier jeu. Ensuite, on a le dossier interne, qui est très grand, 216 fichiers qui sont pour la plupart vides. Il y a aussi un dossier sauvegarde, où on trouve des notes de réunion, des fichiers système, et caché dans ces fichiers système, on trouve ça, Power Keys. 2.2.1, c'est assez logique en fait. C'est un emplacement dans les fichiers internes, mais on peut pas l'ouvrir. Si on regarde bien la note, on peut lire 2h40. Eh bien, si on attend jusqu'à cette heure précise, on peut accéder au fichier. Grande ligne du projet. Présentation générale. Créer une version humainement lisible des résultats de Fabric Benchmark, ce qui suggère qu'on vit dans un univers simulé. 2. Émuler les résultats de Fabric Benchmark dans un environnement virtualisé. 3. Mettre en place des paramètres pour des itérations génétiques, accès de niveau supérieur personnalisé pour une ou plusieurs entités. 4. Recommencer jusqu'à ce que la simulation soit stable au seuil de temps ciblé. C'est notre petit univers simulé à nous. 5. Observer les effets des accès / connaissances de niveau supérieur de la simulation. 6. Recueillir / enregistrer les données. 7. Présenter les résultats à la hiérarchie comme étant rentables. Remarque, ne pas laisser Barry voir directement avec la hiérarchie supérieure. 8. Obtenir une promotion. Nos jobs sont sauvés. Membre de l'équipe possible. Ro dispose de la plupart des accès / connaissances liés au commandeur Quantum Server. Ravi, Lib, Hive, MV1. Projet en cours. Simulation à petite échelle. MV2. Futur projet. Simulation à moyenne échelle. Détail MV1. Littérature. Production de texte pour faciliter le recueil de données. 4 entités, entre guillemets personnages. Espace physique de petite taille plus efficace pour les itérations serveur et génétique. Les permissions d'accès de niveau largement supérieur créent une fenêtre de connexion très stable pour le recueil de données, en contrepartie de scénarios simulés moins réalistes. Ce fichier nous donne donc l'info que tous les DLC
les personnages et les histoires annexes font partie de la MV1. De plus, on sait pourquoi l'équipe a fait tout ça. Ils pensent vivre dans une simulation. Et c'est littéralement devenu Matrix le truc. Maintenant qu'on sait comment avoir accès à des fichiers, ça serait marrant si depuis le début, quand on allumait le jeu, on se rendait compte qu'on avait un code juste devant nous. Et tiens d'ailleurs, juste ici, il y a marqué Projet Libitina en hexadécimal. Si on va en 344, à 8h33, on tombe sur le fichier MES. Ce texte, c'est mot pour mot celui qu'on retrouve sur le site de Metaverse. Juste un clin d'œil, au moins on aura essayé. Le 7 décembre 2019, ce mail sera envoyé par Alib, l'ingénieur de l'équipe. On débloque au même moment cette image. Elle représente ce à quoi le protagoniste aurait dû ressembler si on le voyait à l'écran. Est-ce que Monica a créé le joueur ? Est-ce que Monica peut créer d'autres personnages ? Avant de passer à la suite, faut qu'on approfondisse sur Monica. Qu'est-ce que c'est au juste ? C'est pas un mail, ni un fichier qui va nous le dire. À l'époque, il y avait beaucoup de théories. Sur YouTube, certains avaient dit que c'était une vraie personne bloquée dans le jeu. D'autres disaient que c'était directement le troisième œil. Mais en fait, la réponse, on l'a en faisant un reset. Alors c'est ce qu'on va faire. Stop, vous l'avez vu, tous les personnages sont réinitialisés. Chacun a un code particulier et un seul diffère, Monitor Kernel Access. D'après Google, le kernel, c'est ce qui permet à l'utilisateur d'interagir avec la machine. Donc depuis le début, si Monica peut interagir avec son monde, c'est parce qu'elle a été programmée pour ça. Après ce mail, il y a un fichier qui est modifié, mot poème. C'est un tips de la version plus qui donne les mots à choisir pour les filles dans le jeu. Sauf que, si on regarde dans les mots du riz, ce nouveau code amène sur la deuxième note de réunion. Bon ok, c'est vrai, c'est pas le fichier le plus intéressant, mais au moins on sait qui écrit les notes maintenant. Lib. Travail prometteur sur l'enregistrement de l'activité de la simulation en script jouable. Jouable. La forme visible n'est pas un jeu. Concentre-toi, Hive. Je fais semblant de taper au clavier en attendant que tout le monde revienne au sujet d'actualité. On compte toujours terminer à 4h30. Donner des noms aux entités simulées pour les distinguer plus facilement. A, B, C, D devrait suffire. 1, 2, 3, 7 ? De vrais noms donneraient envie de les traiter comme des animaux de compagnie plutôt que des entités simulées. Tout le monde essaie de trouver des noms débiles. Simulation de contrôle. Créer une MV identique sans que l'entité A ait des permissions d'accès de niveau supérieur. Cloner la MV1, même niveau d'accès, mais en empêchant l'entité de la découvrir. Ça paraît délicat, mais plausible. La réunion s'est encore terminée en retard. Pour le prochain, c'est un peu plus délicat, parce qu'on n'a pas les deux codes qui se suivent. Mais bon, si on rassemble les deux seuls chiffres, on trouve facilement. Ça nous amène sur un autre code. C'est terminé pour les fichiers. Maintenant, on va passer au dernier mail. Les mails sont clairement en demi-teinte. Parfois, ils sont super intéressants, parfois pas du tout. C'est juste des conversations normales entre collègues. Bien que parfois, on a des réflexions vraiment pertinentes. Genre, certains doutent du projet. En fait, c'est comme s'ils comprenaient pas tous exactement ce qu'ils faisaient. Ils maîtrisent pas tout, et ça pendant toute la semaine en fait. Maintenant, on va regarder le dernier mail, le premier de la chronologie. C'est lui qui révèle le plus de choses sur l'histoire du jeu, sur le lore entier en fait. Ce mail s'intitule Avançons. Faut faire une réunion concernant nos légers changements d'orientation. Combien de fois a-t-on réinstallé la MV1 ? Concrètement, on a collecté autant de données qu'on le pouvait. Maintenant, faut qu'on travaille avec ce qu'on a pour essayer d'améliorer la stabilité de notre connexion à la MV2. Il semblerait qu'on se soit un peu laissé aller par la facilité d'accès qu'offre la MV1. Mais c'est impensable que quelqu'un puisse avoir un tel accès à son propre hyperviseur. Si on parvient pas à établir une connexion stable à la MV2, comment peut-on espérer arriver à quelque chose de tangible, sachant que ce même scénario surviendra immanquablement dans notre propre univers ? Quoi qu'il en soit, grâce au travail de Ro, nous avons obtenu quelques registres rudimentaires. J'ai une idée sur la façon d'améliorer la stabilité de la connexion à la MV2, tout en conservant un accès minime à l'hyperviseur pour tout le monde, sur une base individuelle. Ce qui est marrant, c'est que ça a un rapport avec quelque chose qu'ils construisent au sein de leur propre MV. Je donnerai plus de détails dans un rapport plus formel. Mais certains des registres indiquent des tentatives de regroupement du potentiel d'accès de plusieurs individus en une seule unité parallèle. Ça a l'air idiot comme ça, mais si cette méthode donne des résultats, on pourra avoir un point d'entrée solide qui sera pas pour autant trop intrusif pour la machine virtuelle. Je vais créer un hyperviseur en lecture seule que nous pourrons utiliser pour tester différentes idées de ce genre. Je vais lui donner le nom de l'unité d'accès parallèle qu'ils construisent dans la machine virtuelle, et qui, d'après les registres, a pour nom Projet Libitina. Voilà, vous savez tout sur DDLC et DDLC+. Maintenant, si ça semble un peu compliqué à appréhender, vous en faites pas, on va tout revoir ensemble.
Dans la semaine du 1er au 9 décembre 2019, des employés de Metaverse Enterprise Solutions ont étudié différentes machines virtuelles, toutes dans le but de vérifier s'ils étaient bien dans un vrai monde. Malheureusement, si la première machine fonctionnait très bien, la deuxième, bien plus développée et beaucoup plus instable, ne permet pas de recueillir des infos. Néanmoins, comme le dit le mail du 3 décembre, il est possible de récupérer des bribes d'informations de la deuxième machine par le biais de la première. La première représente alors l'univers qu'on suit depuis 2017, tandis que la deuxième est ce qu'on appelait dans les fichiers le projet Libitina. Ce qui veut globalement dire que tout ce qu'on trouvait dans les fichiers n'avait rien à voir avec les filles. C'est juste l'autre machine virtuelle qui avait déteint sur des DLC. Voilà tout ce qu'on sait. Mais il y a une question que je me pose encore. Pourquoi un projet aussi complexe a fini en jeu vidéo? La réponse, on l'aura, car en fait je vous ai menti. Il y a un dernier fichier dont on n'a pas parlé, ddlc.txt, le dernier fichier qu'on retrouve caché dans le jeu. Bienvenue dans la rébellion. Puisqu'on se défonce comme des ânes pour garder nos jobs, autant se marrer un peu, non? Je comprends pourquoi Paula veut charger la mule question collecte de données, mais je propose quand même d'alléger un peu nos efforts en la matière pour mettre en place quelques nouvelles fonctions afin de rendre la connexion en temps réel à la MV plus utile et plus fun. Puisqu'en gros on simule un univers miniature, c'est dommage de pas pouvoir y passer un peu de bon temps. Mais bon, je trouve que mettre tout ça sous forme d'un jeu vidéo, c'est une bonne manière, carrément tordante en plus, de brouiller les pistes. Du reste, si on fait du bon boulot, on pourra peut-être même faire comprendre à Paula que c'est carrément utile. Point essentiel pour vendre le truc. 5 à 6 heures de supplice, de terreur et de jolies filles. Apprendre à travers les crises existentielles d'autres personnes à appréhender son propre univers simulé. Assister en boucle à la destruction d'un univers dans un jeu vidéo. Ça va être génial! Et oui, je vois bien l'ironie. Créer une équipe secrète au sein de l'équipe secrète, c'est encore plus méta que ce que j'aurais pu imaginer. Ce qui n'est pas peu dire vu qu'on bosse pour Metaverse Enterprise Solutions. Bon, on peut aussi se trouver un faux nom de studio et tout. Bien sûr, on va pas déballer tout ça en public, mais ça pourrait faire partie du plan. En plus, j'aimerais trouver un nom d'équipe sympa qui nous donne l'impression d'être des héros qui vont sauver l'univers. Non, je rigole. Mais si on sauve nos jobs, ça sera déjà pas mal. Je sais pas, genre... Team Salvation? Bon, je crois qu'il est temps de conclure. Des DLC, c'est compliqué. Si aujourd'hui on a un background derrière tout le jeu, il y a toujours un problème. 2018. Et je l'ai pas remis sur le tapis, mais on a toujours aucune info. Le jeu est sorti en 2017, les événements du remake sont en 2019, et même le remake est sorti en 2021. Et que ce soit dans les histoires annexes, ou le lore, rien. C'est pareil pour le projet Libitina en soi. Il a été cité, mais c'est tout. On peut y avoir brièvement accès, mais à part du teasing, on n'a toujours rien. Alors, comme en 2017, on attend. 7 ans maintenant que le jeu est sorti, 7 ans, et pourtant aucune news. Tout ce qu'on peut faire, c'est supposer. Supposer que tout cela mène bien quelque part, et qu'il faut juste attendre. Espérer qu'on ait un jour un trailer, une date ou n'importe quoi d'autre lié à ce projet Libitina. Théoriser qu'il y ait bel et bien un sens à tout ça. C'est frustrant, mais encore une fois, si comme en 2018, les joueurs s'amusent à décortiquer le jeu, en réalité, et depuis toujours, c'est le jeu qui joue avec eux.